Non. Ok, on va commencer. Du coup, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je voulais faire un petit Midi-Tech pour parler un peu de méthodologie et des différentes approches d'utilisation d'outils IA pour nous aider dans notre développement au quotidien. C'est pas forcément un sujet hyper sexy et pour le coup, on en parle assez peu. Ce qui fait que qu'on débute ou qu'on en fasse déjà, on ne sait pas forcément comment s'organiser et utiliser les outils. Alors déjà les choisir dans un premier temps et puis ensuite choisir notre process de développement. Donc on va voir un peu ça aujourd'hui et mettre en avant 3 différentes méthodologies pour après les comparer entre elles. L'origine en fait de ce Midi-Tech, c'est pas forcément ce post que j'ai trouvé assez récemment, mais ce type de post que je vois quand même de plus en plus et des réflexions que j'entends même ici de temps en temps, disant qu'en fait on a des sentiments assez mitigés avec des outils IA, disant quand ça marche super bien et on a vraiment des effets waouh et c'est top, ça nous donne envie de continuer. Par contre, quand on continue justement et qu'on l'utilise là tous les jours, on se rend compte que les résultats sont pas toujours les mêmes, ne sont pas toujours au même niveau et surtout qu'il y a des variations qui peuvent être assez énormes entre des résultats qui sont vraiment performants et des résultats qui peuvent être totalement à côté de la plaque. Donc en fait, ça c'est un peu normal dans le sens où par nature, une IA de base, c'est quelque chose de probabilistique, contrairement au code que nous on peut développer nous-mêmes, qui est plutôt déterministique. C'est-à-dire que quand c'est déterministique, notre code va globalement toujours faire la même chose. C'est un peu l'équivalent de fonctions pures en développement. C'est-à-dire pour une entrée, on va toujours avoir en sortie le même résultat. Là où sur une IA, au contraire, pour une entrée que l'on va copier-coller dans plusieurs prompts différents, on peut avoir des résultats différents. J'ai même envie de dire, on a toujours des résultats différents. Généralement, ils tendent quand même vers des résultats assez similaires, mais de temps en temps, on peut avoir des surprises, pas forcément des bonnes. Donc le but aujourd'hui, c'est de voir justement comment on peut jouer un peu sur ces probabilités pour voir et pour avoir des résultats qui sont les plus performants possibles, le plus souvent possible. Donc la première méthodologie, et c'est celle généralement par laquelle on commence lorsqu'on fait du développement assisté par IA, c'est de l'augmented coding, c'est-à-dire du développement comme on en a toujours fait, donc fait par un développeur, mais aidé par des outils IA, principalement de l'autocomplétion ou ce type d'outils. Le but, c'est globalement de garder la même activité de développement que l'on a à l'heure actuelle, mais d'avoir une petite couche d'IA qui va nous aider, soit en nous proposant directement du code qu'on va pouvoir réutiliser au fur et à mesure de notre tap, soit en lui posant quelques petites questions. Décris-moi par exemple le comportement de cette fonction, fais-moi une regex ou ce genre de choses, des questions généralement assez simples et des questions qui amènent directement une réponse plus qu'une génération de code. Pour ça, les outils les plus simples généralement pour débuter, c'est GitHub Copilot et Cursor. Copilot est très bien pour la majorité des cas. Ça tombe bien, on a une licence chez Elixir, donc tout le monde peut en bénéficier. Vous avez juste à l'installer sur votre IDE et ça va vous apporter dans un premier temps directement de l'autocomplétion et la possibilité de faire des prompts, donc comme je disais, de lui poser des questions ou de lui demander des petites actions ou des résultats. À noter que Cursor est très bon aussi là-dedans, notamment dans l'autocomplétion. Pour ceux qui connaissent, Cursor a racheté Supermaven il y a déjà quelques temps. Supermaven qui était une référence justement il y a ne serait-ce qu'un an et demi sur l'autocomplétion. Je pense qu'aujourd'hui, Cursor a probablement l'une des meilleures autocomplétions des outils à l'heure actuelle. Donc si jamais vous avez quelques petites frustrations avec GitHub Copilot, sachez que vous pouvez booster un peu les résultats avec un outil comme Cursor.
La deuxième méthodologie, c'est plutôt le vibe coding. Alors, quand on parle de vibe coding, on parle généralement de choses différentes selon les profils qui en parlent et qui l'écoutent. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail dans le vibe coding, on a déjà fait un Miditech là-dessus, mais je séparerai néanmoins deux catégories, c'est-à-dire les non-développeurs et qui vont utiliser le vibe coding selon la première définition propre, c'est-à-dire on fait des prompts qui nous génèrent du code et on ne s'occupe pas du tout du code, on ne le relit pas et on ne le modifie pas manuellement. Et le vibe coding tel que des développeurs peuvent l'utiliser, ce qui est moi ma façon de faire, où là on va regarder le code, on s'interdit clairement pas de pouvoir y retoucher manuellement si on estime que c'est plus pertinent ou c'est plus rapide de faire quelque chose manuellement que de le prompter. Et surtout, on fait également des prompts pour réorganiser notre code, donc des prompts purement techniques, de refactoring, de restructuration, et dont le but n'est pas d'apporter une fonctionnalité à notre outil, mais vraiment d'améliorer la qualité de notre code pour répondre à nos standards de développeurs. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce type d'outil est ce qu'on appelle multimodal. Alors, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres outils et dans d'autres méthodologies aussi, mais ça a pas mal de sens pour du vibe coding. Par multimodal, en fait, on entend qu'on peut donner plusieurs formats en input à nos outils IA, c'est-à-dire du texte tel qu'on le fait tous dans des prompts, mais également de la voix. On peut directement parler et c'est traduit automatiquement en texte et envoyé à l'IA. On peut également envoyer des screenshots, des photos, des petites vidéos, directement des fichiers de code, de la documentation. Et pour le coup, ça accepte vraiment plusieurs formats en entrée pour nous aider à prompter. Et là, dans les outils, je dirais que pour les outils plutôt ciblés non développeurs, ça n'empêche pas tout le monde de les utiliser, bien évidemment, mais on retrouve principalement V0 et Lovable, dont la target est clairement des non-devs, principalement des PO ou des personnes qui travaillent sur la partie plutôt fonctionnelle. Et pour les développeurs, on retrouve des outils soit comme Cline. J'ai mis celui-ci parce que c'est probablement le plus simple pour commencer. C'est une extension qu'on peut installer dans son VS Code si on est sur VS Code. Il n'y a pas énormément de configuration et c'est compatible avec Copilot. Ou des outils de type Cloud Code, donc là qui sont directement des terminaux dans lesquels on peut donner nos prompts, quel que soit le format, on l'a vu juste avant, sur du multimodal. Et où là, pour le coup, c'est purement technique. C'est un terminal, c'est vraiment fait pour des développeurs. Donc la troisième méthode que je voulais voir, c'est le context engineering, qui est beaucoup plus récent. Pour redater un peu tout ça, l'augmented coding, c'est vraiment ce qu'on a vu apparaître au tout début de l'arrivée des premiers outils IA. Donc maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on a ce type d'outils-là. Le vibe coding, c'est quelque chose qui est quand même plus récent. Le terme de vibe coding a été défini en tout début d'année, c'était en janvier, je crois. Même si on pouvait déjà en faire un peu l'année dernière, c'est vraiment une notion qui est apparue avec des outils de type agentique, donc fin 2024. Et le context engineering, c'est une nouvelle méthodologie qui est en train d'émerger, on va dire, depuis le milieu d'année, et qui aujourd'hui essaye de faire ses preuves. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une orientation spec-driven, c'est-à-dire on va donner toutes les informations et tout un contexte à des outils IA pour qu'ils soient le plus indépendants possible pour générer du code. L'idée, ça va être justement de rédiger des specs en amont, un peu de la même manière qu'on le fait aujourd'hui avec dans nos équipes des PO qui peuvent rédiger des specs pour les devs.
Avec ces specs-là, qu'elles soient fonctionnelles, techniques, UI, ou tout ce qu'on a besoin, en fait, on donne tout ça à une IA. Ça va être un gros contexte et derrière, l'IA va réfléchir et prendre le temps qu'il faudra pour développer là une fonctionnalité ou carrément un site ou une web app de manière beaucoup plus complète. Là où sur le vibe coding, on est sur un périmètre généralement plus restreint, là on est sur des scopes quand même plutôt plus importants. Donc oui, là le contexte engineering aujourd'hui c'est vraiment ce dont on parle le plus et ce qui est à la mode. Pour avoir testé les trois et pour avoir utilisé les trois, on le verra un peu après, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus difficile à appréhender, qui demande beaucoup plus de préparation en amont. Et qui pour le coup est beaucoup moins utilisé à l'heure actuelle, mais c'est assez prometteur, donc là on a un peu l'impression que l'industrie du développement par IA se dirige vers ce type de solution. En type d'outils, on va retrouver des outils comme Kiro, qui est un IDE agentique fait par Amazon, qui est sorti il y a quelques mois, donc qui est assez récent aussi, qui lui embrasse vraiment cette approche-là, qui va nous permettre de gérer justement tous nos fichiers de spec, tout notre contexte, pour derrière générer du code dans un IDE classique, c'est sur une base de VS Code. Par contre, lui est vraiment fait pour qu'on puisse générer gérer tous nos specs en input. On peut également faire la même chose avec du Cloud Code. Ça marche plutôt bien aussi. Dans ce cas-là, on va plutôt faire nos propres specs ou les générer avec une IA et donner tout ça en entrée à un Cloud Code qui après va nous faire un plan d'exécution qui va nous permettre de challenger celui-ci et ensuite développer toute la feature demandée. Donc un petit comparatif entre ces trois méthodologies. Je dirais en termes de simplicité ou de difficulté, l'augmented coding c'est vraiment la manière la plus simple pour commencer à faire du développement par IA. On a juste du coup une extension à installer, notamment avec GitHub Copilot, et ça va nous faire de l'autocomplétion qu'on va pouvoir choisir d'appliquer ou de ne pas appliquer. Ça va nous permettre de lui poser des questions, etc. Il n'y a pas énormément de travail en amont pour l'utiliser. Ça va de lui-même en fait nous proposer de nous aider lorsqu'il estime qu'il en a besoin. Sur du vibe coding, la difficulté est un peu plus importante dans le sens où il faut quand même préciser et donner des prompts à l'IA et ces prompts-là, va bien falloir les rédiger et donner la bonne information à l'IA pour qu'il soit capable de développer sa feature. Donc il y a des manières de développer, enfin de faire des prompts qui sont plus performantes et plus pertinentes que d'autres. Donc là aussi, c'est des choses qui s'apprennent un peu avec l'expérience. Ça reste quand même assez simple à l'utilisation, mais ça l'est clairement moins que du développement assisté, comme on a vu juste auparavant. Et le contexte engineering, lui, est beaucoup plus complexe. Là, on parle de fichiers de spec entiers, de plusieurs types de fichiers de spec. Je vous disais tout à l'heure, fonctionnels, techniques, architecturaux, UX, performance, sécurité. Donc voilà, on voit que quand on fait la liste, peut y avoir pas mal de specs à rédiger en amont. Et après, ça va quand même nécessiter aussi un bon prompt pour faire comprendre notre objectif à l'IA à partir de toutes ces specs. En termes de rôle, on parlait tout à l'heure, pour ceux qui étaient au présent au débat IA, de l'évolution du rôle de développeur, de codeur. Là, c'est un peu intéressant. Moi, je le définirais comme, pour de l'augmented coding, ça reste un rôle de développeur tel qu'on a l'habitude de le faire, tel qu'on l'a toujours fait. L'IA vient nous aider, vient nous faire des propositions. Ça ne change pas vraiment ni le métier, ni la façon de faire. Pour du vibe coding, là, je dirais qu'on est plutôt sur de l'architecture, dans le sens où on va définir
nos besoins, on va définir les grandes lignes de ce qu'on veut faire, de comment on veut le faire. On va donner ça à une IA et elle va nous sortir les résultats qu'on va pouvoir derrière challenger en corrigeant, en ajoutant des choses. Et je dirais qu'on est plutôt sur du coup un rôle d'architecte là-dessus. Et sur du context engineering, on est vraiment sur un rôle de pilotage, c'est-à-dire qu'on va définir tout ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, on va donner ça à l'IA, et derrière, elle sera beaucoup plus dans un rôle d'exécution pour se rapprocher au plus de nos besoins et de nos specs. Pour parler un peu de productivité, ces chiffres-là, c'est juste vraiment des chiffres au doigt mouillé selon mon expérience, donc les prenez pas du tout comme argent comptant. Et si vous avez soit une opinion ou des retours différents, c'est pas forcément très étonnant. Ce qui est le plus important là-dedans, c'est pas tant la valeur des chiffres que l'écart qu'on peut avoir entre eux. Et les variations entre les différentes méthodologies. Mais je dirais que quand on est sur de l'augmented coding, on a un gain de productivité qui est assez limité, dans le sens où on continue de toute façon de faire notre développement manuellement. L'IA va juste nous apporter des suggestions, quelques réponses quand on en a besoin. Et on ne va pas faire du x5 en utilisant cette méthodologie. Sur du vibe coding, je pense qu'on peut facilement faire du x2, voire peut-être même un peu plus. Une fois qu'on a pris un peu l'habitude, qu'on arrive à diriger nos prompts et qu'on a des retours d'expérience suffisants pour voir justement comment on peut demander les choses à une IA et comment on peut l'organiser. Voilà, de mon expérience, généralement, je trouve qu'on est à peu près entre 2 et 3 fois plus rapide quand on fait du vibe coding. Et sur du context engineering, là c'est encore plus au doigt mouillé que les autres. C'est pas vraiment une méthodologie aujourd'hui que j'ai réussi à mettre en place de manière réplicable sur des projets. Pour en revenir au tout premier tweet que je vous montrais, j'ai eu quelques expériences où effectivement je suis arrivé à faire une application entière en 2 heures, là où manuellement ça m'aurait probablement pris 1 à 2 semaines. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'arrive à répliquer de manière assez fréquente et assez sûre pour pouvoir s'avancer sur ce genre de choses. Mais typiquement, à l'heure actuelle, sur mon retour d'expérience, quand ça marche, le gain de productivité est juste considérable. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de hype sur cette méthode à l'heure actuelle, parce que c'est plus complexe, parce que ça demande plus d'efforts, mais parce que derrière aussi le retour sur investissement est beaucoup plus important. On parle de gain de productivité, mais c'est bien aussi de parler de perte de productivité. Typiquement, je disais que des outils IA étaient probabilistiques. Ça veut dire que y a des fois où il va juste être totalement à côté de la plaque et il va nous faire perdre du temps. Et ce qui est important là, c'est un peu de comparer par rapport au temps que l'on aurait mis sans ces outils ou avec notre méthodologie. C'est ce que je considère un peu comme du risque. C'est-à-dire qu'avec de l'augmented coding, on a un risque assez faible, dans le sens où il nous fait des propositions, même si celles-ci ne nous plaisent pas et qu'on ne veut pas les implémenter, on a juste à les ignorer et à coder nous-mêmes ce qu'on veut faire. Au final, il n'y a quasiment pas de perte de productivité, si ce n'est les quelques dizaines de secondes qu'il va nous falloir pour lire et analyser la proposition. Donc le gain de productivité n'est pas énorme, par contre le risque de perte de productivité est très faible aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment la conjoncture de ces deux-là. Sur du vibe coding, je dirais qu'on est à peu près sur 1/3, dans le sens où il y a 1/3 des prompts ou des demandes qui vont pas forcément se dérouler de la manière dont on l'aurait souhaité, que ce soit parce que le résultat ne correspond pas à nos attentes fonctionnelles, que ce soit parce que le code est tout simplement de trop mauvaise qualité ou pas assez architecturé. Le nombre de fois où au final je reverte pour repartir sur une autre base et changer mon prompt en fonction du retour d'expérience de mon prompt précédent est à peu près d'1 fois sur 3 à l'heure actuelle. Le but, c'est évidemment, plus on en fait, plus on s'améliore. Voilà, là, 1 fois sur 3, je suis peut-être à peu près à 1 fois sur 4, mais on est dans ces ordres-là.
Et sur le contexte engineering, là pour le coup la perte de productivité est énorme dans le sens où on a quand même beaucoup de specs à créer en amont. Si jamais les specs ne sont pas bonnes ou sont mal interprétées par nos outils IA, derrière ça veut dire qu'il faut revoir ceci, voire les refaire et clairement créer tout un document de spec. Ça prend beaucoup plus de temps que créer un prompt ou que évidemment juste lire une suggestion de l'IA. Donc le risque pour moi est très fort, c'est pour ça que je le mets à plus 75%. Comme je le disais, j'ai eu quelques succès avec ça, mais à l'heure actuelle, la plupart de mes tests ne sont pas au niveau, on va dire, requis pour que je puisse définir à l'heure actuelle cette méthodologie comme réellement viable. Du moins de mon point de vue, pour moi. Évidemment, chacun aura sa propre expérience là-dessus aussi. Voilà. Globalement, sur l'augmented coding, on a un gain de productivité qui est assez faible, mais un risque qui est quasi nul, donc c'est toujours intéressant. Je ne vois pas vraiment de raison de s'en passer d'un point de vue de productivité. Sur du contexte engineering, c'est un peu comme le loto. Si vous avez le jackpot, c'est top, vous allez gagner un temps phénoménal. Par contre, si vous tirez à côté, vous aurez perdu énormément de temps à travailler sur des fichiers de spec qui, au final, ne seront pas pertinents. Trop de specs, pas assez, voilà, il y a plein de raisons qui fait que, pour le coup, la moindre variation déjà dans un prompt peut changer les résultats. Alors, dans un fichier complet de plusieurs dizaines de pages, voire centaines selon la taille du scope que l'on veut donner, c'est sûr que, pour le coup, ça augmente tout ça. Et dernière métrique que je trouve intéressante, c'est le coût du code. Ça, c'est quelque chose dont on parle pas mal aujourd'hui. Quand on entend les patrons de Nvidia, de Meta, de toutes les sociétés tech dire que 80% du code sera ou est déjà généré par de l'IA et que du coup, le coût du code est aujourd'hui devenu hyper faible, mais en fait, on peut un peu le voir là avec ces trois approches, dans le sens où quand on fait de l'augmented coding, on a un gain de productivité assez limité. Le coût du code est sensiblement le même que le coût du code d'un développeur et donc du coup de son TGM. Tandis que lorsqu'on fait du context engineering, une fois qu'on a bien fait nos fichiers de spec, qui est une étape qu'on fait de toute façon plus ou moins normalement déjà dans nos process actuels, le code généré, lui, demandera beaucoup moins de notre attention et beaucoup moins de nos retours. Et le coût financier de ce code-là sera beaucoup plus faible. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que selon le coût du code, on va prendre des décisions qui ne vont pas être les mêmes sur les durées de vie de projet. Dans le sens où aujourd'hui, alors c'est une métrique qui a peut-être un peu vieilli, mais il y a quelques années, on disait que la durée de vie moyen d'un site était environ de 3-4 ans et que tous les 3-4 ans, on refaisait ce site parce que le besoin avait changé, le produit, la société ou les nouvelles technos, les langages, etc., etc. Les nouvelles pratiques UI. Là, avec du context engineering, si on se base sur des fichiers de spec qui décrivent nos besoins et que, au final, on a juste à mettre à jour certaines de nos specs pour changer les choses, on peut en fait reproduire assez rapidement et assez facilement nos sites et nos features. Et pour le coup, les durées de vie des applications ne sont plus du tout les mêmes. On peut se permettre de faire des refontes d'applications totales beaucoup plus fréquemment qu'auparavant parce que justement le coût du code est beaucoup plus faible. Au niveau du coup de la manière dont on l'utilise et de quelle méthodologie utiliser dans quel cas, déjà il faut savoir que ces méthodologies-là, on peut les utiliser en parallèle et qu'il n'y a pas une règle ou une décision à un moment donné de partir sur une méthodologie et pas les autres. On peut les utiliser selon divers contextes, selon divers besoins, selon les personnes aussi et les affinités et les retours d'expérience avec l'IA. Ici, j'ai essayé de modéliser un peu des types de tickets qu'on peut avoir et des interventions qu'on peut faire sur nos sites et sur nos apps.
Donc je les ai divisés en deux catégories. Ce qu'on appelle le greenfield, en fait, c'est les nouvelles applications. Donc les applications qu'on démarre depuis zéro. Donc il n'y a pas d'existant, c'est quelque chose qu'on crée. Et le brownfield, c'est des applications existantes, donc du legacy globalement. Ce que personnellement, moi je conseille et ce que j'essaye de faire à l'heure actuelle, c'est quand je suis sur une initialisation de projet, donc sur une première version, j'essaye de partir toujours sur du context engineering. Ouais, pardon. J'essaye de partir sur du context engineering. Premièrement parce que ça me fait déjà de la spec, ce qui est toujours important d'avoir en début de projet. Sur du brownfield, bon, pour le coup, il n'y a pas d'initialisation, le projet existe déjà, c'est du legacy. Sur des ajouts de fonctionnalités, généralement, je vais plutôt partir sur du vibe coding, mais ça va dépendre de la taille de la fonctionnalité. Plus la fonctionnalité va être grosse, plus ça va être intéressant d'essayer de faire du context engineering. Et plus elle va être petite ou plus restreinte, plus ça va être un peu plus rentable. On l'a vu tout à l'heure par rapport aux gains et aux pertes de productivité et du coup à la notion de risque entre les deux, de faire du vibe coding. Par contre, sur de l'existant, je ne partirai pas sur du context engineering, sur de l'existant si l'application n'a pas été développée et si on n'a pas des bases de spec au préalable. Je partirai plutôt sur du vibe coding pour la partie planification, c'est-à-dire demander à une IA comment il ferait la feature, comment il l'envisagerait. Et une fois qu'il me fait son plan, le challenger ou me baser sur ça pour développer manuellement avec de l'augmented coding. D'expérience sur des projets legacy existants, le vibe coding est généralement un peu moins intéressant parce qu'on a déjà beaucoup plus d'expérience sur la codebase existante, on la connaît généralement beaucoup mieux, sauf si évidemment on vient d'arriver sur le projet. Mais pour le coup, mieux on connaît la codebase, plus on est productif et performant en tant que développeur. Donc plus c'est pertinent de faire de l'augmented coding. Et surtout sur une codebase existante sans que l'IA ait un contexte derrière, c'est-à-dire des règles de pattern à suivre, de description de fonctionnalités, elle va être également là aussi moins pertinente. Donc moi j'aime bien justement faire du vibe coding au niveau du plan et après si le plan est vraiment bon, je peux continuer là-dessus, mais si je sens que j'ai besoin de le challenger, là je partirai plutôt sur de l'augmented coding à partir du plan que j'aurais généré en vibe coding. Sur du fine-tuning, ce que j'appelle fine-tuning, généralement, c'est les petits tickets et les petites modifications qu'on a à faire, du changement de couleur ici et là, des propriétés CSS à faire évoluer, un changement de texte. On a souvent des petites demandes de ce type de la part de clients. Là, généralement, à partir du moment où on connaît la code base, c'est souvent plus rapide de faire de l'augmented coding, c'est-à-dire de développer nous-mêmes ou de rechercher nous-mêmes dans la code base et de laisser du coup une IA nous faire des suggestions plutôt que d'essayer de taper un prompt pour lui expliquer vraiment quel est le besoin que l'on a et de le laisser réfléchir. On va dire qu'il y a toujours une période de temps nominale entre le moment où on va commencer à taper notre prompt et le moment où on va avoir la fin de la réponse d'une IA, qui fait que dans cette période-là, pour des petites interventions, c'est généralement plus rapide. Maintenant, là aussi, ça dépend de la taille de votre projet. Plus le projet est gros, moins ça va être le cas. Ce sera à vous d'adapter du coup selon un peu vos projets et vos affinités avec ces méthodologies. Et pour la résolution de bugs, donc lorsque on est sur un projet qui a été initialisé avec du coup du context engineering ou du vibe coding, on continue sur du vibe coding pour corriger les bugs. L'IA a déjà un contexte sur lequel se baser, c'est généralement assez performant. Je trouve bien plus performant d'ailleurs que de faire de l'augmented coding dans ces cas-là, sachant que plus on fait de context engineering, plus on fait de vibe coding, moins on possède nous-mêmes le code, c'est-à-dire que moins on le connaît, et du coup moins on est rapide pour intervenir dessus. Par contre, sur du legacy, là aussi, je partirai sur du vibe coding, sur du plan pour qu'il nous donne une préconisation, mais après plutôt sur de l'augmented coding pour la réalisation et le fixe du bug en lui-même.
Et du coup, pour finir, je voulais mettre en avant ce tweet qui est tout récent, il date d'hier soir. Pour ceux qui connaissent Ryan Florence, c'est le développeur de Remix et de React Router, qui là en fait est en train de développer un tout nouveau framework JavaScript, donc une nouvelle version de Remix mais qui part from scratch et qui montre justement qu'il utilise différentes méthodologies pour différentes features dans son projet. Typiquement tout ce qui était UI, il l'a fait en vibe coding et après tout ce qui était plutôt logique et gestion d'API, là il le fait en augmented coding et je voulais vraiment mettre en avant le fait que, encore une fois, c'est à vous de décider quelle approche utiliser selon votre affinité, selon la feature, selon le besoin, selon le contexte. Et c'est vraiment une décision qu'on va prendre à chaque fois et pas du tout une décision qu'on prend ni par projet, ni par gros scope. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que aujourd'hui, même des frameworks JavaScript sont en partie codés avec du vibe coding. Ça met quand même en avant, contrairement aussi à tout ce qu'on peut entendre sur le vibe coding et tous les échecs qu'on peut voir qui sont réels et non négligeables, qu'il y a quand même des résultats qui sont pertinents et qui fonctionnent, même avec du coup ces méthodologies-là. Pour le coup, moi j'ai eu un peu la même expérience sur le radar. Donc le radar tech qu'on a mis en ligne le mois dernier, le radar IA, j'ai fait une première version uniquement en vibe coding. Je savais que je voulais un radar, mais je ne savais pas forcément comment je le voulais, quelle tête il allait avoir, quelle fonctionnalité il allait avoir. Donc je suis parti sur du vibe coding et j'ai construit ça avec une IA en promptant du coup des besoins, des challenges, des améliorations à droite à gauche. J'ai eu une première version en 2 jours que j'ai commencé à montrer à droite à gauche. J'ai eu des premiers retours ici. Et ensuite, je suis parti sur une nouvelle version, donc une V2 from scratch, où là, en fait, j'ai extrait toutes les spécificités fonctionnelles, donc les specs fonctionnels de la première version avec une IA. Et basé sur ces specs-là, j'ai reconstruit une toute nouvelle version du radar, ce qui m'a fait un radar en à peu près 30 minutes fonctionnel avec toutes les fonctionnalités et les features qu'il y avait dans la version précédente, mais avec une UI qui différait totalement et qui était clairement pas au niveau de la précédente. Et une fois que j'ai eu cette base fonctionnelle qui marchait avec du context engineering, là je suis passé à du vibe coding pour justement améliorer l'UI et rajouter après de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de la vibe, j'ai envie de dire. Et je pense que cette approche-là est aussi assez intéressante de se dire on va faire une première version en POC ou en vibe code. Le coût du code n'est pas très cher. Une fois qu'on a cette première version assez grossière, assez rough, on peut la présenter, on peut avoir des retours, on peut la faire tester et selon les résultats et les retours d'expérience qu'on va avoir, on va pouvoir là développer une nouvelle version, plutôt partir sur du contexte engineering, c'est ce que je conseille si vous voulez le tenter, mais vous pouvez tout aussi bien la revibe coder avec là pour le coup des prompts qui seront aussi empreints de l'expérience que vous aurez eue sur la première version. Et j'en parlais tout à l'heure, mais pour le coup, la baisse du coût du code fait que c'est maintenant, dans certains cas, généralement plus rapide et plus intéressant, limite de repartir sur des petits projets from scratch que d'essayer de faire évoluer une application existante. Évidemment, ce n'est pas des use cases qui vont correspondre à l'heure actuelle à nos projets clients. Déjà, rien que convaincre un client de faire une refactoring, ça va être compliqué, même si derrière, on pourrait avoir des éléments qui pourraient le justifier. Mais surtout, on est généralement sur des codebases qui sont beaucoup plus importantes. Et en dehors même du coût de développement, il y a tous les coûts annexes au développement dans un projet IT, c'est-à-dire les coûts de design, les coûts de test, d'infrastructure, de pipeline, etc., etc.
Ce qui fait que c'est aujourd'hui généralement pas le cas et pas forcément intéressant sur des projets clients. Sur des projets internes ou des plus petits projets, c'est le cas. Ce qui, moi, me fait penser que demain, et quand je dis demain, c'est 2026, 27, 28, on verra, ça pourrait devenir également le cas sur des projets clients et de se dire, mais en fait, aujourd'hui, on fait une version, on sait que la version de notre app va avoir une durée de vie limitée. Donc on va optimiser ce coût de code-là pour qu'on puisse la refaire comme ça de manière un peu plus régulière qu'auparavant. Ça éviterait justement les problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui avec des codes legacy qui vieillissent, parfois mal, parfois très mal. Financièrement, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant et assez rentable pour les projets, pour les entreprises qui les maintiennent. Donc voilà pour ma petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Tu l'as touché un peu du doigt justement à la fin. Quand tu es dans un contexte où tu as une grosse code base, genre vraiment, on va dire 500 000 lignes de code pour arrondir, et tout ça éclaté dans pas mal de services, du legacy, voilà, des nouveaux services, bref, on va dire 40 repos. Et quand tu as des bugs à corriger où tu sais pas forcément où ça se trouve, et en plus c'est peut-être pas que dans un seul service, ce qui en fait c'est quand même un cas qui arrive assez souvent dans la vie du développeur. Est-ce que là tu as des outils? Est-ce que tu peux mettre en place, tu arrives à te servir de l'IA pour corriger ces bugs ou... Alors, pas dans ces cas-là, je n'ai pas travaillé sur ce type de projet récemment ou fait des tests IA sur ce type de projet. Je dirais dans ces cas-là, globalement, je pense qu'il faudrait avoir une approche un peu hybride, c'est-à-dire à un moment prendre le temps de faire de la documentation et des specs que tu pourras ensuite donner à une IA, ne serait-ce que pour définir le rôle et le périmètre de chacun de tes repos ou de tes services, pour ensuite justement partir, lorsque tu es en bug, sur des prompts en vibe coding. Si tu peux, le fait que tu fasses du vibe coding ne veut pas dire que tu donnes pas de spec en entrée à ton prompt. Ça veut dire que généralement les specs sont plus restreintes dans le sens où tu ne vas pas donner 10 km de spec pour juste corriger un bug. Là où ça peut être intéressant pour développer toute une feature, voir ton site, ça ne l'est pas là-dessus. Par contre, juste une spec où justement tu définis tes différents services, leur rôle, leur scope, et où après, à partir de ça, tu te demandes en vibe codant quel service ça peut être. Il va déjà avoir une première idée d'où chercher, et après il va pouvoir de lui-même creuser dans le code de ce repo-là pour essayer de trouver l'origine du problème. Quelque part, j'ai envie de dire, si tu as justement du code éclaté comme ça veut dire que tu as plusieurs petites codebases, ce qui va lui faciliter la tâche. La plus grande complexité pour moi, ça va être justement de lui dire ou de lui faire savoir dans quel repo il doit commencer ses recherches. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup, de toute façon, d'investir dans de l'aspect ou de reprendre dans l'aspect. Enfin, généralement, sur ce type de projet, il y a déjà de l'aspect existante. Et éventuellement, si ce n'est pas le cas de la faire, mais éventuellement de réutiliser de l'aspect existante, de la réadapter un peu pour que ce soit plus pertinent pour une IA. Il n'a pas forcément besoin, j'ai envie de dire, de comprendre aussi bien qu'un humain la finalité des choses. Il a plutôt besoin de comprendre la structure et l'objectif. C'est une nuance qui est assez faible entre les deux, mais qui existe quand même. Pour le coup, on ne fait pas tout à fait les specs de la même manière pour un humain que pour une IA. Mais voilà, si tu lui donnes une spec qui n'est pas forcément ultra optimisée pour lui, il pourra quand même généralement en faire quelque chose. Il sera peut-être juste un peu moins pertinent ou peut-être un peu plus long à trouver les résultats parce qu'il devra rechercher dans plusieurs fichiers. Donc voilà, investir de toute façon pour faire de la spec, pour donner à de l'IA, je trouve ça assez intéressant
Et pas forcément attendre justement de bugs pour faire ça, quoi. Là, on est plutôt dans l'anticipation. Yes. Oui, merci. J'ai une question, alors très personnelle, vu que tu n'as pas mal utilisé ça. C'est qu'est-ce que tu penses de la charge cognitive ou de la non-charge cognitive, du coup, amenée par cette façon de développer par rapport au dev classique? Comment tu vois ça, en fait? Là, tu parles plutôt du contexte engineering ou des trois à partir du vibe coding, on va dire, parce qu'en effet, le du vibe coding, coding, ça ne change pas grand-chose, on est d'accord? À partir du vibe coding, quoi. Ouais. Je pense qu'en fait, en faisant du vibe coding et encore plus du contexte engineering, comme je le disais, on perd un peu l'ownership du code, donc on connaît moins bien. On est un peu moins capable de s'y retrouver et on perd aussi son attachement à celui-ci. C'est-à-dire que si demain on doit refactorer, on doit le jeter, on doit revenir dessus, voilà, on est un peu moins lié émotivement à celui-ci. Pour répondre à ta question, il y a des avantages et des inconvénients, de toute façon, un peu comme pour tout. Moi, je trouve ça intéressant dans le sens où, à titre personnel, je me concentre beaucoup moins sur la technique, mais beaucoup plus sur la qualité du produit final, sur l'UX, sur l'UI, sur la manière dont il va être utilisé par les clients finaux, par les utilisateurs. Et sur des points que je mettais généralement de côté auparavant, tout ce qui va être accessibilité. Là, j'en fais beaucoup plus maintenant que tout au long de ma carrière. Ce qui va être performance aussi, et ça va me permettre justement d'avoir une vision beaucoup plus macro et du coup de prendre des décisions de manière un peu moins émotive. Par contre, d'un autre côté, le fait de moins posséder le code et de moins le connaître, ça veut dire que lorsque tu as des bugs, tu es aussi beaucoup plus dépendant de l'IA pour ta productivité, dans le sens où si tu veux le corriger toi-même, tu vas avoir beaucoup plus de mal à t'y retrouver. Si pour X ou Y raison, demain, tu n'as plus d'outils IA, ça ne marche plus, ou voilà, la bulle a éclaté, ou je ne sais pas, tu vas en fait juste reprendre un code legacy, ça va être ton projet, ça va être toi qui l'as créé, mais ce sera exactement la même expérience que reprendre un legacy existant. Ok. Et alors, quand j'entends charge cognitive, c'était aussi le côté de passer son temps à faire de la review. En fait, globalement, on est des reviewers de ce que l'IA va te proposer. Ouais. Et on passe du temps à attendre que le prompt réponde. Ouais. Enfin, cognitivement, moi je trouve ça hyper. Ça peut être chiant, tu vois, c'est pas forcément ce qu'on a enregistré, je suis désolé. Oui. Ça peut être cognitivement hyper stimulant, on va dire. Ouais. Et qu'est-ce que tu vois là-dedans et comment tu. Voilà, est-ce que tu lances d'autres prompts en parallèle pour avoir d'autres trucs? Du coup, c'est pour ça que je mettais la ligne, que je parlais de rôle. Là, on est vraiment dans un rôle de pilotage. Pour répondre à ta question, moi, généralement, lorsque je fais un prompt, je prépare déjà le suivant. Donc, soit le ticket ou la feature suivante, soit l'étape suivante de mon ticket en assumant que ça se passera bien. Dans des outils comme Claude Code, d'ailleurs, tu peux stacker tes messages. Tu n'es pas obligé d'attendre le résultat pour envoyer le suivant. Et une fois qu'il aura fini l'actuel, il pourra prendre en compte directement le suivant. Donc ça, c'est une de mes premières approches. Une deuxième approche, c'est d'avoir effectivement 2 prompts en parallèle. Que ce soit sur le même projet ou même sur 2 projets différents. Et là, justement, quand on est sur du microservice ou qu'on a plusieurs codebases, ça facilite aussi les choses. Faire plusieurs prompts sur une seule codebase, c'est encore aujourd'hui compliqué, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés par les éditeurs d'outils pour qu'on puisse y arriver. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va énormément évoluer durant les prochains mois. Mais à l'heure actuelle, ça reste complexe, mais c'est quelque chose qui reste faisable. Moi, j'aime bien justement faire, quand je fais du vibe coding, donc un prompt qui va me faire mon vibe coding, un autre prompt qui va me faire mes commits et mon workflow de commit, qui va me faire mon check de code, qui va me run TypeScript, Nslint, ce genre d'outils-là, éventuellement qui va me générer de la doc en parallèle aussi. Bref, des interventions qui vont moins
moins avoir besoin de modifier la codebase, ou en tout cas, j'essaye de limiter le plus le risque que les modifications de codebase interviennent sur les mêmes fichiers au même endroit pour ne pas que ça crée de conflit entre les deux. Et la troisième chose que je fais généralement en parallèle lorsque je dois attendre un prompt, c'est gérer tout ce qui est annexe au développement. Donc mes tickets Jira, mes emails, les conversations, ce genre de truc qui, mine de rien, prend un temps non négligeable aussi. Donc si on peut paralléliser ça, on est gagnant. Voilà, moi c'est généralement les 3 approches que j'ai en parallèle. Et si à un moment je fais du contexte engineering et là je suis sur des temps d'attente beaucoup plus longs, puisque ça fait beaucoup plus de choses, s'il le faut, tu fais une pause, tu fais une clope, tu fais autre chose, enfin voilà quoi. Il y a des moments où oui, tu devras attendre. Et après, voilà, pour la charge cognitive, je pense que ça dépend vraiment de ton état d'esprit et de la façon dont tu ressens ça. Si justement, toi, ton kiff, c'est vraiment de développer et de coder, tu vas avoir, je pense, beaucoup plus de mal à déléguer cette partie-là à une IA et à ne faire que le piloter. Si ce qui t'éclate dans le développement, c'est justement la création d'applications et le résultat final, là, je pense que tu vas beaucoup plus te retrouver là-dedans. Ça te permettra également en parallèle de pouvoir tester beaucoup plus de choses, d'optimiser, de faire des recherches. Et voilà, voilà, faut pas oublier que le plan, quand on fait un plan avec des outils, c'est un mode spécifique qui ne touche pas au code et à la codebase. Donc on peut faire autant de plans en parallèle que l'on veut. Ça permet de prendre de l'avance sur des features, ça permet de poser des questions, de challenger aussi des IA, de faire de la code review par IA. J'ai développé, voilà, que j'ai développé ou que l'IA a développé de telle manière, voilà, maintenant, une fois que le développement est fait, revois-moi ça, fais-moi des propositions d'amélioration. Il va toujours trouver des trucs à dire. Ça va nous permettre justement de, nous, après, cherry-pick dans toutes ces propositions-là. Tu peux en lancer 2-3 en parallèle. Je pense que voilà, c'est vraiment un exercice de l'esprit que d'arriver à s'occuper en même temps. Moi, j'arrive à toujours faire des choses en parallèle. C'est une question probablement d'habitude, mais aussi un peu d'état d'esprit et d'approche vis-à-vis de ça. Yes. Petite question sur la partie Greenfield. Ouais. Quand tu commences le projet en contexte engineering, pourquoi est-ce que tu ne l'utilises pas aussi pour l'ajout de fonctionnalités ou le debug ? Parce que généralement, quand je fais de l'initialisation, j'aurais peut-être dû préciser effectivement, quand je fais de l'initialisation, c'est pas simplement l'installation d'un boilerplate. C'est vraiment globalement tout ce que j'aurais pu mettre dans mes specs. Donc globalement une première version de mon app. Donc le scope est vraiment très grand. Quand je parle d'ajout de fonctionnalité, ça va vraiment dépendre là aussi du périmètre de celle-ci. Si c'est une petite fonctionnalité, c'est juste pas rentable en fait en termes de temps de faire du context engineering, d'écrire des specs qui pourront plus ou moins être interprétés de manière différente par ton prompt, plutôt que d'écrire directement un prompt et de laisser l'IA deviner, on va dire, ou déterminer ton objectif à partir de celui-ci, quitte à le corriger. Par contre, plus ta fonctionnalité va être grande, plus ça va être intéressant de faire du context engineering. Je dirais que je réserve vraiment du context engineering pour des nouvelles pages ou des fonctionnalités majeures et critiques de l'application. Et pour des fonctionnalités plus mineures, je pars sur du vibe coding. Après, c'est vraiment une question personnelle entre ton ressenti entre du vibe coding et du context engineering. Plus tu vas être performant à faire du context engineering, plus ce sera rentable de le faire sur des fonctionnalités qui seront de plus en plus petites. C'est un niveau à trouver en fait. Et tu mentionnais pas forcément les mêmes outils en fonction de la pratique. Dans ce cas-là, tu changes les outils. L'outil que tu as utilisé pour
faire la V0 du projet, c'est pas, Ouais, oui. c'est plus le même. Oui, alors je le fais ou je le fais pas, là encore, c'est pas un automatisme, mais ça m'arrive de le faire. Typiquement, là, sur tous les outils dont on parle, j'ai GitHub Copilot qui est installé et qui me fait toujours des propositions lorsque je veux faire du code manuellement. J'ai toujours Cline d'installer également sur mon VS Code avec un Cloud Code en parallèle. Donc là aussi, selon le modèle que je veux utiliser, selon ce que je veux faire, je vais utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre. Et je switch régulièrement entre les deux. J'utilise également beaucoup V0, enfin j'utilisais beaucoup V0, beaucoup moins dernièrement, parce que j'ai eu moins le besoin, mais pour des générations d'UI. Voilà, même en tant que développeur, si je ne reprends pas forcément le code qu'il va me générer, je vais en tout cas reprendre les UI, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pour moi les modèles qui proposent les meilleurs UI. Et voilà, là je suis toujours sur du Cloud Code. Tu peux avoir un Kiro en parallèle, ça ferait peut-être un peu lourd là, je dirais à un moment. Il vaut mieux choisir entre un VS Code et tes extensions ou un Kiro Code et tes extensions, ça reste une base VS Code. Donc l'idée c'est pas non plus de tous les utiliser, mais oui, tu peux clairement les utiliser, en utiliser plusieurs et en même temps et en parallèle. Oui, question peut-être bizarre avec tout ce que tu viens de dire, mais si tu peux remettre le tableau des comparatifs avec la productivité et tout. Ouais. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, est-ce que ça t'arrive encore de ne pas utiliser d'IA du tout pour voir? Et du coup, c'est sur ça que tu as basé tes chiffres de perte et de gain de productivité? Ou alors c'est juste par rapport à ton feeling de il y a, je sais pas, peut-être un an ou deux, quand tu n'utilisais pas d'IA du tout? Et donc en fait, c'est juste pour savoir si, de ton point de vue, pas utiliser d'IA, c'est du coup plus du tout possible aujourd'hui, quoi. Ça dépend des projets. Globalement, tous les projets qui sont en greenfield, j'utilise de l'IA de manière quasi systématique. Et à partir du moment où je pars avec de l'IA, je continue généralement avec de l'IA. Sur des projets brownfield, donc legacy, typiquement sur mon projet client, là, je continue à faire du code manuel en augmented coding, mais je continue à développer moi-même parce que j'estime être plus productif de cette manière qu'en faisant du vibe coding, sachant que c'est moi qui ai développé l'application il y a un an et demi. Et que du coup, je la connais par cœur, je connais le code et j'ai une productivité accrue dessus. Si maintenant c'était un legacy que je n'avais pas créé, sur lequel j'aurais moins de connaissances, je pense que je ferai un mix entre du vibe coding et de l'augmented coding. Mais j'utiliserai beaucoup moins d'IA sur du brownfield que sur du greenfield. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pertinent sur du greenfield. Comme je l'ai dit, c'est une question de probabilité. Sur du brownfield, la probabilité d'avoir de mauvais résultats est plus importante que sur du greenfield, de mon expérience. Et c'est comme ça que je l'approche. Et pour répondre du coup à ta question, je code de moins en moins pour le coup moi-même ou en augmented coding, uniquement sur là, mon projet client à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment un ressenti par rapport à mes cadences ou ma productivité de développeur d'il y a un an ou plus. Ok. Donc tu t'es pas fait un jour no IA pour voir? Non. Non. Et Okay. je mesure pas non plus le temps que je passe. C'est pour ça que je dis vraiment que c'est du ressenti et que faut pas se formaliser pour ces chiffres. S'ils sont différents pour vous, ils vont être différents pour vous. Encore une fois, c'est pas vraiment les valeurs que je veux mettre en avant, c'est l'écart ou le type d'écart qu'il peut y avoir entre les valeurs. Ok, merci. Je sais pas si Tristan, tu as une question, non? Non, c'était quasiment la même que Simon. Ok. Benoît. Ouais, tout à l'heure, tu as parlé d'utiliser la voix. Est-ce que tu as des recommandations d'outils pour ça? Alors, je crois que Cloud Code fait ça maintenant, de manière native. Moi, je ne l'utilise pas à titre personnel. Mais sinon, Cursor le fait plutôt bien depuis pas mal de temps. Je crois que c'est le premier à l'avoir fait et probablement le plus performant là-dessus aujourd'hui. Si ton IDE ou ton outil ne l'utilise pas, tu peux utiliser des logiciels annexes qui vont, eux, avoir pour seule tâche de traduire ta voix en texte, donc de faire du speech to text et d'envoyer le texte à ton prompt.
Donc tu as deux approches et ça va différer selon les outils, mais également selon ton OS. Typiquement, l'outil auquel je pense pour faire du speech to text, qui est assez performant et sur lequel j'ai eu de très bons retours, n'est disponible que sur Mac à l'heure actuelle. Donc sur Windows, ça peut être différent et j'ai envie de dire, si tu as un mauvais alignement de planète, peut-être que c'est quelque chose qui ne sera pas possible, voire intéressant pour toi. Voilà, à titre personnel, moi je le fais pas ou pas encore, j'aimerais bien essayer, mais j'aime bien prendre le temps de faire mon prompt. Ça me permet aussi de réfléchir justement à ce que je vais lui demander. C'est pas un retour d'expérience, mais j'ai un peu peur qu'à l'oral, ce soit plus difficile de bien architecturer ma demande. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, ça me permet également d'avoir... j'ai pas de problème, on va dire, à taper mon prompt vu que je le fais en parallèle d'un autre prompt qui run. Donc, c'est pas forcément le temps que le speech to text me ferait gagner qui va changer quoi que ce soit dans mon process. Okay. Mais j'ai eu de très bons retours. Hein. Il y a des personnes qui ne font que ça et qui ne jouent que par ça. Je pense que là aussi, c'est une question de est-ce que toi, tu es à l'aise avec ou pas et de comment ça marche pour toi. Par contre, ce que j'utilise massivement, c'est les screenshots. Je fais énormément de screenshots de mon application, que ce soit pour lui décrire la portion que je veux modifier dans mon résultat, que ce soit pour lui mettre en avant un bug, que ce soit pour faire des annotations ou des schémas par-dessus. J'utilise vraiment beaucoup les screenshots pour les donner en entrée de mes prompts. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires ou remarques ou retours d'expérience si vous avez quelque chose qui va dans ce sens ou qui diffère, n'hésitez pas. Peut-être à Nantes, s'il y a des questions à distance, ils sont là. Ok. Oui, effectivement. Du coup, qui aujourd'hui n'utilise pas du tout d'IA en fait? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Non, ok, personne ne se sent concerné. Bah, cool. Ok, et du coup, alors, qui a déjà fait du vibe coding ou fait régulièrement du vibe coding? Essayer, ça compte? Oui, oui. Régulièrement, Ouais, je ne parle pas de deux prompts, mais d'essayer d'avoir des résultats. Si après les résultats ne sont pas satisfaisants pour toi, c'est que tu fais du vibe coding, mais que ça ne marche pas dans ton cas. Et je t'invite à continuer pour améliorer les choses. Mais ok, je dirais une grosse moitié, peut-être pas loin qu'il y ait des deux tiers. Et est-ce que quelqu'un a déjà tenté du context engineering? Il y en a les trois. Du coup, quels sont vos résultats là-dessus? Est-ce que vous avez justement eu cet effet waouh ou est-ce que... Pardon? Non? Et quel type de spec vous faisiez C'est un peu la grosse artillerie, quoi. Ouais. Sortir le gros boudin, le use case n'est pas, c'est pas encore évident. Je pense de voir... à appliquer sur un projet qui existe déjà, c'est pas forcément évident. Oui. Et puis on se tape direct le truc de, du coup, c'est-à-dire que c'est nous qui écrivons les specs, à quoi sert les PO. J'en ai parlé il y a une semaine à Diti, il dit, mais du coup, les PO, comment ils font? Il dit, bah ouais, alors bonne question. Ouais, bah ça c'est en fait comment les métiers, les différents métiers de nos projets vont évoluer. Je pense qu'il va y avoir des synergies de toute façon entre plusieurs rôles qui existent et qui sont assumés par des personnes différentes et des profils différents à l'heure actuelle. Clairement, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour dire que le context engineering va vraiment marcher et qu'il va être adapté. C'est ce qu'il y a de plus prometteur et c'est vraiment le hype du moment. Mais j'ai
pas réellement vu de retour d'expérience de personnes qui arrivent à, on va dire, industrialiser ça, entre guillemets, de manière assez pertinente pour vraiment dire oui, ça marche. Et on est assez confiant sur le fait que ça marchera sur nos projets ou dans le futur. Mais oui, dans ce scope-là, je pense que sur du context engineering, pour moi, c'est assez pertinent que effectivement les rôles de dev et de PO soient regroupés et réalisés par une seule personne. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir faire encore plus qu'hier des specs. Et qu'au final, on en revient principalement au coût du code, parce que c'est ça qui va vraiment driver au final cette méthodologie-là. C'est de se dire que, en fait, en passant un peu de temps à faire des specs, on gagne énormément de temps de développement. Ça, on peut le dire au PO aussi. Oui, mais que ce soit, alors c'est plus ou moins le cas selon les projets, mais c'est le cas à l'heure actuelle. De toute façon, le rôle des PO est de nous faire gagner du temps en nous donnant de manière concise ce qu'on doit faire. Et là, ce sera encore exacerbé. Pour moi, de toute façon, pour maîtriser ces outils-là, il faut de toute façon un background de dev. Il faut, dans tous les cas, ça je l'avais déjà dit sur le vibe coding, que vous reviewez le code et que vous managiez la qualité. Ça, seul un profil technique à l'heure actuelle peut le faire. D'ailleurs, sur ça, on est d'accord, le vibe coding à la base, c'est pas ça justement pour... Oui. Le vibe coding qu'on voit sur internet, c'est justement des non-tech qui font tout le truc, et souvent ça tourne mal quand même. Mais, ouais. Voilà. C'est pour ça que je séparais un peu les deux approches. Les vibe codeurs pour non-développeurs et pour développeurs, parce qu'effectivement, on n'a pas du tout la même vision des choses. Et oui, les outils comme Vesero et Levable, c'est justement fait pour ça. C'est tu vibe code, tu regardes pas le code, tu regardes juste le résultat, tu déploies en un bouton et c'est en ligne et tu te poses pas de questions. Et toutes les problématiques qu'on imagine bien derrière peuvent se produire. Là où le vibe coding, en tant que développeur, tu regardes le code, tu gères ton code, parce qu'à la fin de la journée, tu es responsable de ton code. Ça a beau être généré par une IA, c'est toi tu gardes la responsabilité de celui-ci. Du moins, c'est mon point de vue. Après... Tu peux faire générer des specs d'un projet à une IA. Ouais. Mais je parle d'un gros truc, hein. Je Oui, parle pas oui, oui. non, mais 30 lignes de code. Tu Je peux parle répéter la question. Ah oui, pardon. Non, mais c'est pas grave. Ouais, du coup, tu demandais si on pouvait utiliser des IA pour générer les specs, pour les utiliser, les donner à une autre IA pour générer le code, pour le donner à une troisième IA pour faire la code review et les tests. Clairement, très clairement, et c'est le but. Là, je parle de méthodologie et d'approche, mais il y a des méthodologies beaucoup plus précises sur justement ce workflow-là. Je pense à BEMAD, qui est justement l'utilisation de plusieurs agents. Chaque agent va avoir un rôle et un objectif très particulier. Toi, tu vas orchestrer via un agent orchestrateur, évidemment, tous ces agents-là, avec ton agent qui va te faire tes specs fonctionnels, ton agent qui va te faire tes specs techniques, ton agent qui va te faire tes specs... Enfin là, tu vas avoir un agent par spec, un agent qui va regrouper toutes ces specs-là, qui va les relire et qui va te refaire un espèce de résumé, qui va enlever les éventuels doublons que tu peux avoir dans différentes specs, etc. Qui va donner à un autre agent qui va faire du code, qui va donner à un autre agent qui va faire la code review, un autre agent qui va tester et encore un dernier agent qui va déployer. Et oui, du coup là, cette méthodologie BEMAD, on est à la version 6, je crois. Donc c'est quelque chose qui existe, qui itère, qui est de plus en plus performant. J'ai pas regardé récemment, mais jusqu'à la version 4, c'était il y a 4 mois, peut-être un truc comme ça. Il recommandait cette méthodologie uniquement pour les nouveaux projets. Sur du brownfield et sur de l'existant, c'était trop complexe. Je sais qu'ils ont travaillé ça pour justement pouvoir adapter et utiliser cette méthodologie sur des projets existants. Je ne sais pas où ils en sont à ce niveau-là. Je pense que c'est que de toute façon qu'une question de temps, comme on le disait tout à l'heure. S'il te manque de la doc, tu vas prendre le temps pour faire tes specs, faire ta doc et on va dire rattraper ton retard pour justement après que tous tes agents aient le minimum
minimum requis, on va dire, pour pouvoir fonctionner ensemble sur une code base existante. Mais... Oui. D'où l'IFE, ouais. Mais typiquement, quand moi je fais du context engineering, je le disais tout à l'heure pour le radar, j'ai fait la première version en vibe codant, j'ai repris cette version-là, j'ai utilisé un modèle en disant analyse-moi tout le code et génère-moi un PRD, ce qui est un fichier de documentation fonctionnelle, expliquant toutes les features de mon radar. Ça m'a généré 200-300 lignes de spec que j'ai donné du coup à Claude Code dans un nouveau projet. Et qu'il l'a pris en entrée. Et comme je le disais, ça m'a vraiment réalisé d'un point de vue fonctionnel. Tout ce que je lui ai demandé, tout fonctionnait, tout marchait. Par contre, lui ne correspondait plus et il y avait du travail à revenir là-dessus. C'est pour ça que c'est aussi important de faire toutes les différentes couches de spec. Il n'y a pas que le fonctionnel. Et chacun a son importance, mais rien ne t'empêche de ne prendre que quelques parties de spec et puis après de compléter par toi-même le reste, de vibe coder ou de le régénérer. Mais oui, tu peux tout à fait générer des specs, que ce soit from scratch en demandant directement à ton modèle, que ce soit d'une code base existante, ça marche bien. Et typiquement, là aussi, je parlais d'outils, des modèles sont plus performants pour certaines actions que d'autres. Typiquement, moi, pour générer des specs, quand j'ai un nouveau besoin, généralement, en premier, je vais toujours utiliser ChatGPT, GPT-5, parce qu'il va généralement challenger mes demandes. Donc, je lui dis globalement ma vision, ce que je veux faire. Il va me poser toute une liste de questions pour bien comprendre les choses. Et à partir de ce moment-là, je lui demande de me faire un résumé. Je prends ces résumés-là, là je parle vraiment du process étendu, hein. Je prends ce résumé-là, je donne ça à un modèle Qwen 3 qui lui va me créer un fichier de spec. S'il est beaucoup plus performant de mon point de vue pour créer des specs que GPT qui est beaucoup trop bavard. Et après ce fichier de spec généré par Qwen 3, je le donne directement à Claude Code qui lui, par la suite, va me générer le code. Donc j'utilise 3 modèles différents. Je peux utiliser 3 outils également différents. Quand je crée mes specs à partir de rien, je vais les faire généralement à partir de mon ChatGPT ou d'un Recast qui est un outil non développeur, donc un agent conversationnel. Je vais donner ça après à Klein pour